Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies. Et aujourd'hui une vidéo très spéciale puisque je ne la fais pas tous les ans et c'est le type de vidéo que je ne fais qu'une fois par an. C'est la sélection de produits high-tech pour Noël. Le but étant de vous donner des références qui me semblent être des excellents rapports qualité-prix ou tout simplement des excellents rapports qualité, pas forcément prix, dans divers types de matériel. Alors la vidéo va être longue, hein, c'est une certitude parce que je vais quand même vous donner peut-être une centaine d'objets à l'intérieur. Donc je ne vais pas rentrer forcément dans les détails si après ces objets vous intéressent vraiment. Soit c'est des objets dont j'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne, soit je les ai choisis parce que j'ai compulsé beaucoup de tests de diverses sources pour pouvoir ensuite me faire une opinion dessus. Et dans ce cas-là, je vous laisse aller revoir les tests après pour voir si ça peut vous convenir. Mais simplement donc si vous souhaitez avoir accès à une catégorie précise de matériel plutôt que de chercher n'importe quand dans la vidéo, dans la description, je vous mets directement des timecodes avec l'ensemble des catégories. Et pour chaque catégorie, je vous mets les liens des produits. Alors déjà parce que si vous les achetez par ces liens-là, vous allez pouvoir soutenir la chaîne puisque j'aurai une commission en Amazon Partner. Mais aussi parce que pour certaines références, elles sont juste imbitables. C'est-à-dire qu'entre une télé Sony et une autre télé Sony, vous avez une série de codes alphanumériques derrière pour définir le modèle. Et il y a 9 chances sur 10 que ma langue fourche et que j'arrive pas à vous lire le bon modèle même avec mes fiches. Donc là au moins, le modèle que je vous aurai cité, vous l'aurez directement en lien et ça vous permettra d'aller sur ce modèle-là et pas un autre. Et après, bien évidemment, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, puisque c'est une grosse jungle la tech aujourd'hui et qu'il y a énormément de références, je ne vous garantis pas que ce que je vais vous dire, c'est la vérité absolue et que c'est le produit imbattable, le meilleur de tous parmi tous les produits qui existent. Je me suis bouffé des semaines complètes de tests à lire, à compulser, à comparer pour essayer de trouver les meilleurs rapports qualité-prix. Mais après, il y avait pas mal de fois où entre 2, 3 ou 4 modèles, j'avais pas forcément de préférence objectivement parce que ils avaient l'air de se valoir en termes de rapport qualité-prix, en termes de puissance, en termes de fonctionnalité, en termes de qualité. Donc après, j'ai essayé d'en choisir un qui me semblait aussi bon que les concurrents. Donc c'est possible qu'il y ait d'autres concurrents qui puissent être valables. En tout cas, on va attaquer cette sélection de Noël pour vous donner plein d'idées, soit pour vous, pour mettre sur votre liste, soit pour faire des cadeaux à des gens qui s'intéressent à la technologie. Mais avant de démarrer, place à l'intro. Alors, on va commencer avec les enceintes sans fil. Et dans les enceintes sans fil, j'ai fait deux catégories, puisqu'elles sont sur des usages totalement différents. D'un côté, les enceintes Bluetooth, donc vraiment pour pouvoir être nomade sur batterie et pouvoir les emmener avec vous en voyage, en vacances, au bureau, ou quand vous allez, je sais pas, vous faire un pique-nique sur la plage ou au bord du fleuve. Et dans un deuxième temps, les enceintes Wi-Fi. Donc là, le but, c'est d'être un petit peu plus hi-fi en termes de qualité de son et d'être plutôt sur des systèmes de sonorisation de la maison en multi-room avec des compatibilités Apple AirPlay, Miracast, des choses comme ça pour streamer depuis son téléphone, depuis sa chaîne hi-fi ou des choses comme ça, mais en ayant une qualité de son nettement supérieure à celle que le Bluetooth peut proposer et aussi une puissance plus importante puisque dans 99% des cas, les enceintes Wi-Fi sont branchées sur le secteur, non pas de batterie, et donc ont des puissances aussi sonores qui sont beaucoup plus importantes. Donc en termes d'enceintes Bluetooth, sur le haut de gamme, on va dire, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup plus cher, mais en tout cas, la plus chère des trois, c'est l'UE Megaboom 3, parce qu'elle a un excellent rapport qualité-prix, elle a une très bonne puissance sonore et elle est résistante à l'eau. Donc ça vous permet d'avoir un truc qui est plutôt bien pour barouder et d'avoir une qualité de son qui est plutôt correcte. Et donc Ultimate Ears, juste pour la petite histoire, ça appartient à Logitech, donc c'est quand même pas des débutants en termes de qualité de fabrication de produits, puisqu'ils font des très bons accessoires pour PC. Et surtout en termes de SAV aussi, Logitech a quand même un bon SAV, même si ça fait longtemps que j'ai eu l'occasion de le tester et donc que je n'ai pas fait de vidéo sur le sujet, parce que j'attends de réavoir un pépin avec un produit Logitech pour pouvoir tester le SAV actuellement et voir si ça n'a pas changé. Mais bon, en général, les SAV vont plutôt en s'améliorant plutôt qu'en se dégradant, donc j'ai pas trop d'inquiétude sur le sujet. Ensuite, sur une gamme un petit peu plus basse, j'ai sélectionné la JBL Flip 4. Donc là, pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix, c'est-à-dire que on est sur quelque chose qui a une très bonne puissance sonore et une très bonne qualité de son, même si c'est largement en dessous d'une Megaboom 3, pour un prix extrêmement contenu. Et donc ça peut être quand même hyper sympa si vous voulez vraiment avoir quelque chose de bien fini avec un budget qui reste contenu. Et surtout, elle est IPX7, donc elle aussi, elle est résistante à l'eau.
Ce qui fait que voilà, c'est vraiment très baroudeur et que vous ne devriez pas avoir trop de soucis avec, même si elle prend un peu de sable, un peu d'eau, des choses comme ça. Normalement, ça devrait bien se passer. Et en troisième, j'ai sélectionné la Kef Muo. Alors Kef, c'est une marque qui est très connue par ceux qui aiment le son, mais qui est assez peu connue sur ce marché-là, puisque ça doit être leur première ou leur deuxième enceinte Bluetooth. Mais donc voilà, ils font des très bonnes enceintes de base. C'est vraiment des super enceintes. Ils font des enceintes de monitoring, des choses comme ça, utilisées dans les studios. Donc vraiment, c'est pas des débutants. Et la Muo, en fait, elle a, à mon sens, le meilleur son qui est proposé aujourd'hui par une enceinte Bluetooth, ramené en plus à sa compacité qui est plutôt très bonne. On peut la mettre en plus en appairage stéréo, donc si vous êtes vraiment dans la recherche d'un son un peu quali quand même, vous pouvez en mettre deux pour avoir une stéréophonie et une scène sonore un peu plus intéressante. Et elle est surtout hyper bien fabriquée, hyper belle, hyper bien finie. Elle est vraiment très agréable à ce niveau-là, à l'œil et à prendre en main. Voilà, tout en métal, etc. Donc franchement, ça fait vraiment bien le job. Et donc si vous cherchez la très bonne qualité de son sur de l'enceinte Bluetooth, clairement cette Kef Muo est pour moi ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Donc ensuite, en termes d'enceinte Wi-Fi, là on n'est pas du tout sur le même type d'usage, puisque le but c'est vraiment de sonoriser sa maison, de faire du multi-room, des choses comme ça, donc pas du tout en nomade. Et donc pour moi, le meilleur rapport qualité-prix, ça reste Sonos avec sa Sonos One, qui vous offre vraiment une qualité de son extrêmement bonne pour un prix qui reste plutôt accessible. Et donc vous allez avoir comme ça quelque chose qui peut vous sonoriser largement une pièce avec un son de qualité. Vous allez pouvoir faire des appairages stéréo, du multi-room, c'est compatible avec toutes les technologies de streaming, que ce soit d'Apple, de Google, des choses comme ça. Et surtout l'appli est extrêmement bien faite, donc c'est hyper facile de répartir les pièces, les groupes d'enceintes, etc. Donc ça c'est plutôt une très bonne chose. Ensuite, si vous voulez monter un petit peu en gamme en termes de qualité de son, j'ai sélectionné la Sony SRS X99. Qui est vraiment une super alternative à une Sonos One si vous avez un petit peu plus de budget, parce qu'elle va vous offrir encore une meilleure qualité de son, et l'appli est pas mal faite non plus, donc ça permet vraiment une configuration hyper sympa. Et enfin, si vous voulez vraiment du très bel ouvrage, du haut de gamme, je vous conseille la Cabas The Pearl. J'ai vraiment craqué sur ce produit. Donc bien sûr j'en ai pas un, parce que je n'ai pas 2500 € à mettre dans une simple enceinte, puisque c'est un peu le prix. C'est d'ailleurs, je crois, l'objet le plus cher de cette sélection. Il n'y aura rien d'aussi cher que ça. Mais clairement, voilà, cette Cabas The Pearl, elle explose tous les records en termes de qualité de son. Et si vous lui mettez des très bons fichiers en streaming Wi-Fi, elle va vous sortir un son qui est juste magnifique. C'est-à-dire qu'avant, je bavais sur les fantômes de De Vialet, et bien là maintenant je bave sur les The Pearl de Cabas. Donc voilà, elle a un design qui est vraiment hyper joli, mais surtout elle a une présence sonore, un impact et une qualité, c'est vraiment ciselé, c'est superbe, vraiment. Et si vous avez l'occasion ne serait-ce que de l'écouter pour vous rendre compte de ce qu'une enceinte de ce type-là peut produire, franchement, foncez l'écouter, quoi. Vous ne serez pas déçus. Voilà, allez dans un magasin, passez-y des fichiers lossless dessus et essayez de voir si vous pouvez vraiment la tester dans ces conditions-là. Et franchement, vous verrez que c'est juste bluffant. Ensuite, on va passer à tout ce qui va être système d'écoute nomade sous forme d'écouteurs, de casques, etc. Aussi bien en filaire qu'en sans fil. Et donc pas forcément qu'en nomade, puisqu'il y a aussi du casque filaire de salon. Et à chaque fois, je vous ai sélectionné un seul article par catégorie qui me semblait être le meilleur rapport qualité-prix, mais avant tout, surtout, le meilleur rapport qualité. Voilà, le but c'était d'avoir un très bon produit en termes de qualité sonore et ensuite de le trouver au plus juste prix par rapport à d'autres concurrents qui auraient les mêmes qualités sonores. Donc en écoute filaire de salon, je vous ai sélectionné un casque circumauriculaire, donc qui englobe les oreilles, mais donc qui est ouvert pour pouvoir avoir vraiment cette présence sonore quand on est au calme chez soi et qu'on n'a pas besoin de bloquer les bruits de l'extérieur. Et c'est le Bayer Dynamics DT990 Pro, qui est juste une pure merveille, surtout ramené à son prix puisqu'on doit le trouver dans les 120-150 €. Et en gros, il va faire aussi bien que par exemple des Sennheiser HD 650 ou des choses comme ça, qui vont être vendus beaucoup plus cher, plusieurs centaines d'euros plus cher. Et voilà, pour avoir bossé avec du Bayer Dynamics quand je faisais mes formations chez Video to Brain, c'est juste un pur bonheur, quoi. Pour se détendre un petit peu entre deux moments de tournage, quand je commençais à fatiguer un peu, je me mettais de la musique avec ça et c'est vraiment impressionnant ce que Bayer Dynamics sait faire justement à ce niveau-là, en termes de qualité sonore à des prix qui restent extrêmement raisonnables et accessibles, c'est assez fou. Ensuite, en casque Bluetooth, cette fois-ci, j'ai sélectionné un casque qui pour moi était ce qui se faisait de mieux.
dans le sens où vous avez des codecs qui sont ce qui se fait de mieux sur le marché, c'est-à-dire qu'il est compatible aptX, aptX HD, LDAC également si besoin, et il a un excellent noise cancelling qui peut rivaliser avec les meilleurs, et une application qui est juste superbe, c'est-à-dire que vous pouvez absolument tout paramétrer avec finesse, aussi bien en termes de rendu sonore, en termes de noise cancelling justement, en termes de fonctionnement. Donc c'est vraiment un excellent produit en tout point. Il y a, à mon sens, pas grand-chose à lui reprocher. Et c'est le Sony WH-1000 XM3, qui est vraiment pour moi le meilleur casque Bluetooth à noise cancelling aujourd'hui. Et si je devais changer de casque aujourd'hui pour passer sur du Bluetooth, c'est presque le seul que je prendrais. Parce que j'ai beaucoup de fichiers high-res de très bonne qualité, très bien codés dans ma bibliothèque sonore. Et clairement, balancer des fichiers de si bonne qualité sur un casque Bluetooth qui va même pas gérer de la PTX ou de la PTX HD, et encore moins du LDAC, ça me fait mal au bide. Parce que même si la différence est subtile, quand vous aimez la musique et quand vous y prêtez l'oreille, il y a une vraie différence sur la qualité des codecs qui sont utilisés, sur donc la qualité du son qui est en sortie. Donc j'ai complètement éliminé les Bose ou les trucs comme ça qui pouvaient être des rivales en termes de prix et en termes de positionnement aussi sur le noise cancelling, parce que en termes de qualité de son, pour moi, il y a toujours ce manquement en termes de qualité de codec qui fait que quand on est vraiment amoureux de la musique et qu'on tend l'oreille et qu'on a une bonne oreille qui est un peu éduquée, on perçoit une différence qui est quand même notable et c'est vraiment dommage à mon sens. Et donc c'est la seule catégorie où j'ai fait une petite exception parce que le Sony étant assez cher, j'ai essayé de vous trouver un super rapport qualité-prix à côté si vous aviez un budget plus faible. Et donc pour à peu près la moitié du prix, je vous conseille le Plantronics Backbeat Pro 2. Donc en termes de qualité de son, il est vraiment excellent, voilà, il est très confortable, etc. Simplement, le noise cancelling est clairement en retrait par rapport aux ténors du genre que peuvent être Bose ou Sony. Et en termes d'application, on a quand même un peu moins de paramétrage que ce que Sony propose. Mais si vous voulez un noise cancelling qui n'est pas forcément super top, mais qui fait un peu le job pour réduire le son environnant, et avec par contre une très bonne qualité de son globale, le Backbeat Pro 2 de chez Plantronics peut faire le job, même si clairement donc on ne sera pas du tout au niveau du Sony, mais bon voilà, on est à un peu moins que de 40% du prix, donc clairement voilà, on en a pour son argent, et en termes donc de rapport qualité-prix, à mon sens, il est bien meilleur que des Bose ou des choses comme ça qui sont très répandues sur le marché et qui sont mis souvent en compétition. Ensuite, en écouteurs intra-auriculaires, alors pour le coup, cette fois, j'ai sélectionné du Bose, les QC20 et les QC20i, parce qu'en termes de noise cancelling, ils sont vraiment top. Et donc en intra à noise cancelling avec cette qualité de son, là pour le coup, je leur connais pas beaucoup d'équivalents. Et surtout parce que comme c'est des intras filaires, là on n'a pas vraiment de problème de codec, c'est-à-dire qu'on n'est pas dépendant d'un aptX, un aptX HD ou un LDAC. Et donc là, Bose clairement se défend sur sa qualité de son. Et simplement, pareil, encore une fois, je vous ai sélectionné un autre quand même pour que vous ayez une alternative en termes de prix. C'est des Shure SE215. Qui sont vraiment très bons aussi, mais qui vont être beaucoup moins chers. Là, pour le coup, pas de noise cancelling, donc c'est aussi sans doute pour ça qu'ils sont moins chers, parce que mine de rien, ça fait pas mal d'électronique à embarquer, de noise cancelling. Mais voilà, si vous cherchez des intras qui isolent très bien passivement et qui ont une bonne qualité de son, les Shure SE215, franchement, très bon choix, et vous pouvez vous jeter dessus les yeux fermés. Ensuite, en écouteurs True Wireless, donc là, c'est des écouteurs intra-auriculaires, mais qui sont sans fil, même entre les deux écouteurs. Je vous ai sélectionné les Sony WF-1000 XM3. Alors, j'aurais bien aimé qu'ils soient aussi bons que le casque, mais malheureusement, en termes de codec, etc. géré, c'est pas vraiment le cas. Ils sont quand même un peu moins bons à cause du True Wireless qui, mine de rien, consomme un peu de bande passante, des choses comme ça, et empêche de maintenir une qualité de son aussi bonne qu'avec un casque, mais qui reste quand même très bon en termes de qualité de son. Et sinon, en alternative, encore une fois, les Jabra Elite Active 65T. Ils tiennent très bien dans les oreilles, ils ont une très bonne qualité de son aussi quand même, et voilà, ils sont plutôt agréables et confortables, donc je ne peux que vous les recommander. Et enfin, si vous souhaitez un système à conduction osseuse, alors ça, il y en a assez peu sur le marché qui offrent une qualité de son correcte, donc là, c'est les Aftershokz Trex Titanium, qui avaient été testés sur cette chaîne en compagnie de Camille, donc je vais vous remettre le lien directement dans les petits en info, et qui franchement offre une excellente alternative si vous voulez là pour le coup garder les oreilles ouvertes. Et donc voilà, si vous voulez les utiliser en vélo ou en course à pied ou des choses comme ça, en trottinette électrique ou voilà, et ça peut être assez intéressant parce que ça vous permet de très bien entendre ce qui se passe autour, tout en ayant quand même une conduction osseuse qui vous permet de bien entendre le son de votre musique en parallèle. Et donc ça peut être assez agréable. On va passer maintenant à la catégorie des action cam et des caméras 360. Et donc là, j'ai sélectionné 4 action cam avec des tarifs extrêmement variés et des usages variés et 2 caméras 360. Au niveau des action cam, alors bien sûr, l'incontournable et le leader du marché, c'est GoPro et sa Hero 7 Black est plutôt très bien.
Elle a une très bonne stabilisation, une très bonne qualité d'image, elle offre pas mal d'options, les contrôles sont relativement intuitifs, la qualité de fabrication elle est plutôt bonne, simplement en termes de qualité de basse lumière, elle est clairement perfectible, mais ça restera une très bonne caméra d'action si vous voulez pas en gros l'utiliser en spéléologie. Ensuite, la grosse concurrente actuelle, c'est la G-Osmo Action, qui à mon sens fait aussi bien sur une majorité de points, simplement le rendu visuel est pas le même, voilà, en termes de rendu des couleurs, en termes de granulosité, de netteté des images, etc. Mais voilà, en termes de stabilisation, c'est du très bon, en termes de menu par contre, c'est beaucoup plus intuitif, elle a des petites choses en plus comme le deuxième écran pour pouvoir l'utiliser en selfie, en vlog, etc. qui peut être intéressant. Par contre, voilà, le champ de vision est un peu plus rétréci, donc comme je vous disais, la qualité d'image n'est pas tout à fait la même. Et donc ça peut mériter d'aller voir des tests comparatifs avec les deux images pour essayer de voir celle avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise avant de choisir entre une Hero 7 Black et une Osmo Action. Parce que globalement, en termes de tarifs, ça se vaut, en gros, c'est du 350 €. Ensuite, si vous trouvez que 350 € c'est un peu trop cher, l'alternative c'est la Yi 4K, donc c'est Xiaomi en fait qui se cache derrière la marque Yi. Et voilà, en version 4K+, elle a quand même une bonne qualité d'image, elle se défend plutôt bien. Et même si elle est moins bonne en termes de qualité qu'une G-Osmo Action, qu'une GoPro Hero 7 Black, elle aura quand même une qualité d'image qui est plus que raisonnable, qui est respectable. Et surtout, vous devez pouvoir la trouver pour 150 €, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez vous payer 2 Yicam 4K+, pour le prix d'une GoPro ou d'une Osmo Action. Ce qui fait que soit si vous voulez multiplier les angles de vue, soit si vous voulez être sur un budget un peu serré, eh ben, ça peut être intéressant, ou si vous voulez aussi la monter sur un stabilisateur après, pour le prix de la caméra plus le stabilisateur, là, eh ben, vous avez les deux en gros que par rapport au prix d'une caméra seule avec GoPro ou G. Et après sinon il y a la G-Osmo Pocket, qui peut être intéressante aussi en termes de caméra d'action, mais pas pour les mêmes usages. C'est-à-dire que les premières que je vous ai citées, c'est vraiment pour les mettre sur des caissons, les accrocher sur le torse, sur la tête, sur le vélo, sur voilà, pouvoir faire des plans sympas. Là, l'Osmo Pocket, c'est vraiment pour l'avoir à la main. Vous l'avez, vous le démarrez, hop, c'est bon, ça filme. Avec de la stabilisation intégrée en stabilisateur 3 axes, ce qui fait que ça fait un bon tout en un en fait, et qui va vous permettre de faire des plans ultra sympas si vous voulez justement suivre un skater ou un vélo avec votre vélo, ou faire des plans un peu stylés en passant à travers des objets, etc. pour vous le passer l'un l'autre, voilà, comme c'est tout petit, tout mignon, ça peut être intéressant, et puis donc avec une stabilisation qui est vraiment hors pair, et la possibilité donc aussi d'utiliser la motorisation de la stabilisation pour faire des timelapses un peu en mouvement, des choses comme ça. Bref, tout ce que peut vous offrir un stabilisateur avec une caméra, avec une action cam dessus, mais en tout en un et avec une très bonne autonomie. Ensuite, pour les caméras 360, cette fois-ci, j'en ai sélectionné deux. La Ricoh Theta SC, alors qui permet d'avoir une caméra 360 pour vraiment pas cher, puisqu'elle doit se trouver autour de 120 ou 130 € si ma mémoire est bonne. De toute façon, vous aurez donc, comme je vous disais, les liens en description pour aller voir et pouvoir vous vérifier ce que je vous dis. Alors, elle a bien sûr pas mal de limitations, vous pouvez pas mettre de carte SD dedans pour étendre la mémoire. De mémoire, elle fait pas de 4K non plus. Mais par contre, voilà, si vous voulez une petite caméra 360 sympa et pas chère pour commencer à faire des prises de vue en 360, aussi bien en photo qu'en vidéo, ça peut être un très bon produit pour un prix donc raisonnable. Si vous voulez vraiment monter en gamme, ou si vous voulez barouder en faisant de la vidéo 360, la Nikon K-Mission, pour le coup, me semble être la meilleure alternative. Donc là, beaucoup plus cher, bien sûr, que la Ricoh, mais elle est étanche jusqu'à 30 mètres, elle est ultra renforcée, anti-choc, etc. Et ça vous permet, par exemple, fixer sur un casque quand vous allez, je sais pas, aller faire du canoë, de l'alpinisme, de la randonnée, du VTT ou n'importe quoi d'autre, d'avoir vraiment une vue de l'ensemble de ce qui vous entoure, vous compris, et de pouvoir faire des trucs hyper immersifs pour de la 360, avec donc un fichier final mergé qui est lui en 4K. Donc pour du 360, ça reste encore un petit peu light d'avoir que de la 4K, mais à ma connaissance, sur des prix en tout cas qui soient raisonnables, on n'a pas encore de 8K ou de choses comme ça qui soient, on va dire, accessibles donc financièrement et suffisamment mainstream pour être utilisé facilement. Il y a un ou deux modèles dont j'ai plus les références qui le font, mais qui étaient vraiment très chers. On dépasse largement les 1000 ou 1500 € pour une simple caméra 360. Je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée de vous le conseiller. Passons maintenant à la catégorie des drones. Vous le savez, j'aime plutôt les drones, même si je suis un petit joueur dans le sens où j'ai pas bricolé mon drone pour aller super loin, super haut, super vite, avoir des méga autonomies. Je suis resté sur des trucs stock. Mais j'aime beaucoup en fait le fait de pouvoir faire des images aériennes avec un coût qui est extrêmement faible par rapport à de l'hélicoptère ou des choses comme ça. Et je trouve que ça démocratise vraiment les prises de vue aériennes, et donc si vous voulez dynamiser certaines vues pour faire des vidéos de vacances, des choses comme ça, ou pour faire des mini-tournages avec des potes sur des petites fictions, des trucs comme ça, maintenant aujourd'hui c'est assez accessible. Donc le premier que je vous recommande, c'est le Yuneec Mantis Q.
donc qui est un peu dans le style Mavic en fait, c'est-à-dire que c'est un drone repliable. Donc Yuneec, c'est vraiment le gros concurrent de DJI sur le domaine des drones, et ils font des drones de très bonne qualité, et donc ce Mantis Q a un super rapport qualité-prix à mon sens. Après, si vous souhaitez un truc pliable, extrêmement léger, avec quand même une bonne qualité de vol, une bonne qualité d'appli et une bonne qualité d'image, je vous conseille le Parrot Anafi. Il est vraiment sympa, hyper silencieux par rapport à des G ou des Yuneec, donc ça peut avoir un intérêt aussi en fonction d'où vous voulez voler. Voilà, il est stable, il a une bonne autonomie, la qualité d'image est plutôt bonne, donc franchement ça peut être une bonne alternative, et puis surtout Cocorico, Parrot c'est français, donc ça mérite quand même d'être souligné. Après, si vous voulez vraiment monter en gamme en termes de qualité d'image, en termes de qualité de vol, etc., vous avez le G Mavic 2 Pro avec son système optique créé par Hasselblad, puisque Hasselblad a été racheté en fait par DJI il y a quelques années de ça, donc il commence à capitaliser sur ce savoir-faire, et franchement le Mavic 2 Pro offre des images extrêmement intéressantes en termes de qualité, voilà, pour un prix qui reste contenu, c'est-à-dire que après c'est sûr que si vous allez sur des gros drones professionnels type Inspire avec des caméras dédiées, etc., vous aurez une qualité encore meilleure, mais là ça permet d'avoir un truc hyper compact, hyper léger, tout en un, qui est quand même une très bonne qualité d'image, avec une bonne autonomie et donc une prise en main qui est extrêmement facile, et donc une transportabilité qui est juste topissime. Et si vous voulez rompre un petit peu avec la transportabilité tout en restant sur quelque chose de plus compact que des Inspire ou des choses comme ça, et que vous voulez quand même encore monter en gamme, surtout en termes de stabilité de vol, vous avez le Phantom 4 Pro, qui va vous offrir la même qualité d'image que le Mavic 2 Pro, en gros, à peu de choses près, mais qui par contre va vous offrir des possibilités de vol qui sont bien plus intéressantes. C'est-à-dire que là où un Mavic, quand vous allez avoir des rafales à 40, 50, 60 km/h, va commencer à vraiment galérer, si vous avez un Phantom Pro 4, vous allez vous retrouver avec un truc qui est ultra stable, qui arrive à remonter au vent pour revenir, etc. C'est juste bluffant. C'est d'ailleurs le principal reproche que j'ai à faire sur mon Mavic par rapport à mon Phantom 3 Pro de l'époque. C'est que là où mon fantôme ne bronchait pas quand il y avait du vent et où j'étais ultra rassuré même quand ça soufflait, je savais que j'allais pas perdre mon drone et que j'allais pouvoir faire mes images. Aujourd'hui avec le Mavic, ça m'est arrivé de me faire certaines frayeurs, à avoir du mal à le ramener, à devoir le poser très loin, aller le chercher à pied parce qu'il n'arrivait pas à remonter assez au vent, etc. Ou avoir des instabilités où je me suis dit oh putain, il va se retourner, alors que j'ai eu des vents beaucoup plus violents avec le Phantom 3 et que il tenait nickel. Donc voilà, la différence en gros entre un Mavic et un Phantom, oui, vous perdez en termes de compacité et de transportabilité, vous perdez aussi en termes de prix, c'est plus cher, mais par contre en termes de qualité de vol, c'est à mon sens le meilleur rapport qualité de vol prix justement et qualité de vol compacité qu'on puisse offrir, parce que le Phantom 4 Pro est juste bluffant à ce niveau-là. Parlons maintenant de stabilisateur ou de gimbal. Je vous en ai sélectionné 2 pour la partie gimbal pour smartphone et 2 pour la partie gimbal pour appareil photo. Pour le smartphone, je vous ai sélectionné le Zhiyun Smooth 4. Alors oui, j'ai pas pris le DJI Osmo Mobile, qui est pourtant mis en avant partout. Parce que pour moi, le Zhiyun Smooth 4, il va vous proposer les mêmes prestations globalement en termes de qualité de stabilisation que le DJI, mais avec un prix moindre. Donc je trouve que c'est un meilleur rapport qualité-prix, même si au niveau de l'application, pour le coup, c'est pas tout à fait aussi poussé, et que sur certains téléphones haut de gamme, ça va peut-être pas forcément vous permettre d'exploiter à fond les capacités de votre téléphone en plus. Donc voilà, éventuellement, l'Osmo Mobile peut avoir un intérêt si vous voulez vraiment avoir une appli un peu plus fournie, un peu plus travaillée. Et sinon, pour ceux qui veulent vraiment un budget pas cher et essentiellement pour du mode selfie, vous avez le Feiyu Vimbel 2, qui a pour principal avantage d'avoir une perche télescopique en fait dans le manche en plus de la partie stabilisation, et surtout d'être très peu cher puisque vous allez le trouver entre 70 et 90 €. Donc voilà, ça vous permet de vous équiper d'un petit stabilisateur pour vraiment pas cher et pouvoir commencer à faire des prises de vue qui sont vraiment sympas, surtout avec le côté télescopique. Vous allez pouvoir comme ça l'emmener un petit peu là où votre bras n'aurait pas pu aller, et là où d'autres stabilisateurs ne pourront pas aller sans y rajouter une perche télescopique à la place de la vis trépied. Ensuite, si vous voulez monter un peu en gamme, vous avez toute la gamme DJI Ronin qui est juste excellente. Donc si vous avez des boîtiers plutôt compacts et que vous ne voulez pas trop les accessoiriser, vous pouvez aller sur la gamme Ronin SC qui vient de sortir, qui est extrêmement accessible en termes de tarifs. Après, si vous voulez monter un peu en gamme, surtout en termes de capacité d'emport, vous avez le Ronin S en version Essential, donc vous n'avez pas besoin d'un accessoire pour pouvoir faire la mise au point, ou alors aussi si cet accessoire-là n'est pas l'accessoire de DJI, que vous en avez déjà un par ailleurs, un Zhiyun par exemple, et donc que vous voulez le réutiliser, et de toute façon la molette du Ronin ne fonctionnera pas, donc vous n'êtes pas obligé de le prendre. Ou alors après le Ronin S classique avec déjà la molette pour pouvoir gérer le tracking de mise au point, etc. Et voilà, pour le coup, la gamme Ronin de chez DJI
DJI, c'est vraiment une référence. Et pour avoir moi mon Ronin S, pas en Essential, mais vraiment en haut de gamme, j'en suis extrêmement satisfait. Ça marche super bien, c'est hyper robuste. Et franchement, je suis très très content. Et sinon, l'alternative, ça va être le Zhiyun Crane 3 qui offre aussi des très très bonnes performances, même s'il va être un peu moins bon sur les plans les plus dynamiques. C'est-à-dire que si vous faites par exemple des plans en voiture avec des très grosses accélérations, en moto, etc. Vous allez par exemple sur le Zhiyun Crane 3 avoir parfois des pertes d'horizontalité parce qu'il ne va pas tout à fait comprendre que l'accélération c'est une accélération et donc il va vouloir compenser en fait les changements de gravité qu'il ressent. Là où par exemple un Ronin S lui va rester nickel en termes d'horizon et va comprendre que c'est de l'accélération. Donc voilà, le Crane 3 va vous permettre de descendre un petit peu en termes de tarifs, mais avec les quelques limitations qu'il faut connaître, mais ça reste un excellent produit. Et si vous voulez juste de la stabilisation de très bonne qualité pour y mettre un boîtier, le Crane 3 c'est une excellente alternative. Alors ensuite, j'ai longuement hésité à faire cette catégorie-là dans la vidéo, c'est la catégorie des appareils photo et des accessoires photo. Alors accessoires photo, j'ai pas hésité parce que c'était assez facile de mettre 2-3 trucs dedans, surtout qu'il n'y a pas non plus des milliards d'accessoires photo que je pouvais vous conseiller. Par contre, en termes d'appareils photo, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a tellement de gammes et tellement d'usages et tellement de spécificités que c'était extrêmement compliqué de réduire les choix. Donc je me suis dit que j'allais vous mettre un compact, un appareil photo compact baroudeur, un ou deux appareils photo bridge qui soient plutôt qualitatifs et un appareil photo en compact à objectif interchangeable qui me semble être aujourd'hui le meilleur rapport qualité-prix du marché. Donc on commence avec le compact baroudeur, je vous ai sélectionné l'Olympus TOOC TG5. Donc il est étanche, résistant au choc, résistant au froid, à la chaleur, etc. Vous allez pouvoir l'emmener partout, faire des photos dans l'eau avec, etc. sans aucun souci et sans qu'il sourcille. Après, en termes de boîtier, on va dire pour se faire plaisir, mais sans avoir d'objectif interchangeable, sans galérer donc en termes d'usage du tout en un, je vous ai sélectionné le Panasonic FZ300 qui va vous offrir surtout une polyvalence absolument énorme puisqu'il a un zoom optique, je ne sais plus combien de fois, mais il est vraiment monstrueux à ce niveau-là et donc vous allez pouvoir aussi bien faire du très grand angle pour faire du paysage que du très rapproché pour prendre des photos d'animaux un peu éloignés avec le même boîtier, donc bien sûr au détriment d'une qualité optique qui va être un petit peu en retrait parce que avoir des telles amplitudes d'objectifs, ça se fait pas au détriment de la qualité, mais ça reste une qualité d'image qui est tout à fait raisonnable et donc une amplitude assez sympa. Et après sinon, en face, vous avez le Sony RX10 qui offre une très bonne alternative aussi avec une moins bonne amplitude mais une qualité d'image nettement supérieure. Et donc pour moi, les deux peuvent se valoir en fonction des usages. Soit vous privilégiez la qualité d'image, soit vous privilégiez la polyvalence. La qualité avec le Sony, la polyvalence avec le Pana. Et après, si vous voulez vraiment monter en gamme, les Sony A7, les A7 III entre autres, sont juste sublimes. Ils ont des qualités d'image qui sont absolument bluffantes. Le parc optique est très bon puisque ce sont des compacts à objectifs interchangeables. C'est du full frame, donc vous avez vraiment une qualité de capteur qui est monstrueuse avec une montée en sensibilité, aussi bien en photo en vidéo, qui est vraiment très très bonne. Et donc ça peut être extrêmement intéressant là pour le coup d'investir sur ce type de boîtier si vous souhaitez vraiment vous rééquiper avec du boîtier numérique de très très bonne qualité. Franchement, foncez sur les Sony Alpha 7, ils sont juste exceptionnels. On continue avec les accessoires photo cette fois-ci, et donc là je me suis limité parce qu'effectivement il peut y avoir beaucoup de choses. Et là encore une fois c'est la jungle. Après si vous voulez rentrer dans le détail, par exemple sur un trépied carbone plus une rotule, vous avez plein de marques de trépied, plein de marques de rotules qui vont ensemble ou pas en fonction des fixations. Bon, j'ai pas été jusque là parce que sinon la vidéo aurait duré des années. Simplement, si vous voulez vous équiper d'un flash, je vous ai fait un test du flash Godox que je vous remets juste ici, qui va vous offrir un excellent rapport qualité-prix et qui peut vous permettre de vous équiper en flash vraiment pour pas cher et d'avoir donc une très bonne qualité de lumière. Et si vous ne connaissez pas encore le flash Cobra, ça peut vous rendre d'énormes services. Si vous voulez vous monter un petit studio pas cher, vous pouvez le faire avec des flash Cobra que vous pouvez alimenter ensuite par l'extérieur. Donc ces Godox peuvent être une très bonne alternative et un excellent choix. Ensuite, en termes de mini trépied, je trouve que c'est toujours pratique d'avoir ce genre de mini trépied dans son sac. Et donc le mini trépied Manfrotto, il est franchement bien foutu, bien conçu, bien fini, il est plutôt résistant, il soutient pas mal de poids. Et voilà, vous glissez ça dans un sac de voyage pour pouvoir vous poser sur après une pierre, un banc, une table ou quoi que ce soit pour vous faire quelques plans où vous voulez être dessus en mode selfie ou quoi que ce soit, ça peut être hyper pratique. Et sinon, après, pour pouvoir se fixer à peu près partout, le GorillaPod c'est toujours un allié de choix aussi. Ça tient assez facilement dans une valise pour l'emmener en voyage. Et c'est super pratique parce que dès que vous avez le moindre pilier de pont, de panneau, de quoi que ce soit, vous pouvez vous fixer dessus directement avec votre appareil. Et si vous voulez faire certaines photos à certains moments où vous voulez être dessus avec du paysage, du timelapse, des choses comme ça peut être hyper intéressant. Donc voilà le GorillaPod, pareil dans la description.
Et je vous ai sélectionné aussi un petit intervallomètre. Donc là c'est pareil, c'est si vous voulez pouvoir faire des timelapses ou prendre des photos à intervalles réguliers. Pour tout projet que ce soit, et ben, un intervallomètre ça peut être sympa. Et donc si vous avez quelqu'un dans votre famille aussi, sinon c'est pas pour vous, qui fait de la photo, ça peut être le petit accessoire sympa qui peut lui ouvrir de nouvelles perspectives et de nouvelles possibilités créatives. Donc voilà, un petit intervallomètre pas cher d'une marque no-name, ça fait toujours plaisir et c'est un tout petit budget. Donc pareil, lien dans la description. Petite sélection d'écrans photo, puisque la chaîne parle quand même régulièrement de photos et d'images, et donc avoir un bon écran pour post-traiter ces images, c'est vraiment important. Donc en écran photo, je n'ai sélectionné que 3 Dell. Alors pourquoi j'ai pas sélectionné d'ISO ou de NEC? Parce qu'ils sont très chers et qu'à mon sens, aujourd'hui, Dell propose des excellents rapports qualité-prix qui font que si on n'est pas un professionnel et qu'on n'a pas besoin des certifications que vous payez avec les ISO ou avec les NEC en termes de colorimétrie pour qu'ils soient certifiés à avoir tel gamut ou tel paramétrage, eh ben, les Dell, pour un usage, on va dire, passionné, semi-pro ou professionnel, mais à son compte, quoi, sont largement suffisants. Donc si vous avez un petit budget, vous avez le Dell P2419H, qui est à moins de 200 € et qui vous offre quand même une super qualité de couleur. Alors vous n'êtes pas sur de l'Adobe RVB couvert à 100% bien évidemment, hein, faut pas déconner à ce prix-là, mais vous êtes sur une dalle qui est plutôt homogène, qui n'a pas de fuite de lumière, qui une fois calibrée est extrêmement précise. Et donc pour travailler vos photos de manière qualitative avec un petit budget, il est vraiment top. Et c'est du 24 pouces, ce qui fait que si vous voulez le transporter après avec un ordinateur portable parce que vous allez faire des missions, en nomadisme, il se glisse assez facilement quand même dans une voiture pour avoir ensuite un écran quali pour traiter si vous avez acheté un bon ordinateur mais dont la dalle d'ordinateur portable n'est pas très bonne. Ensuite, si vous voulez monter un peu en gamme, aussi bien en termes de définition, de qualité de couleur que de taille, vous avez le Dell UP2716D. Donc là, c'est du Quad HD, donc du 1440p. Donc déjà, on monte un peu en définition pour avoir un peu plus de piqué, puisque comme la dalle augmente, c'est bien d'augmenter la définition aussi pour avoir gardé l'excellent piqué. Comme ça, on monte en taille, mais on garde une bonne résolution puisqu'on augmente la définition. Je vous envoie d'ailleurs sur la vidéo qui explique tout ça. Et donc voilà, là pour le coup, on a un gamut qui est très bon. Et on reste sur un prix qui est extrêmement raisonnable, on est dans les 5 ou 700 €, ce qui fait que pour un écran de cette qualité, franchement, c'est vraiment du très bon. Et après, pour le coup, si vous voulez encore monter en gamme, on passe sur du 32 pouces en 4K, c'est le Dell UP3216Q, qui est vraiment excellent, super colorimétrie, super homogénéité de la dalle, du wide gamut, donc de la 4K pour avoir une très bonne résolution malgré la diagonale de 32 pouces. Et on est vraiment sur quelque chose qui est excellent et qui, par rapport aux ISO ou NEC équivalents, va être à la moitié du prix pour des qualités visuelles et des qualités colorimétriques qui sont les mêmes. Donc franchement, pour moi, c'est l'excellent rapport qualité-prix si vous cherchez un très bon écran photo. Ensuite, si vous cherchez des écrans gaming, je vous ai sélectionné 4 références avec des tailles et des intérêts différents. Mais le but de cette sélection, c'est de vous proposer des écrans qui gèrent tous le 144 Hz et au moins le Nvidia G5 et éventuellement l'équivalent de chez AMD. On commence avec le MSI Optix Mag 241C. Donc 24 pouces, 144 Hz, très bon rapport qualité-prix. Si vous n'avez pas un gros budget, ça vous fait un écran de gaming ultra réactif pour vraiment un budget contenu. Si vous voulez monter un petit peu en gamme, on peut aller sur le Acer Predator XB27. Je vous passe toute la suite de caractères qui le caractérise. En gros, c'est du 27 pouces, Full HD, très bon temps de réponse aussi. On est sur du 144 Hz, la compatibilité G-Sync qui va bien, etc. Donc ça, pareil, c'est du top pour un budget qui est là aussi très raisonnable. Ensuite, on continue de monter en gamme avec le Omen by HP 27. Donc là, on est sur du 27 pouces QHD. Donc pareil, hein, 144 Hz, G-Sync, etc. Pas de souci, il fera tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Et après, si vous voulez vous faire un petit plaisir, un petit kiff, vous pouvez éventuellement tenter le ROG Strix XG49VQ, qui est en fait un écran double 1080p. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de 2 écrans 1080p qui ont été fusionnés pour faire un écran pas 16 neuvième, mais donc 32 neuvième, donc 2 fois plus long pour avoir un écran panoramique. Et si vous voulez jouer sur des jeux type simulateur de conduite ou simulateur de vol ou des choses comme ça, ça peut être vraiment hyper sympa parce que c'est beaucoup plus englobant, vous avez une vision panoramique directement et voilà, ça peut faire une immersion qui est vraiment intéressante. Sélection smartphone maintenant, donc là pareil, j'en ai sélectionné un par gamme. Sur le plus bas de gamme, à moins de 200 €, on a le Xiaomi Redmi Note 7, qui est vraiment le meilleur rapport qualité-prix du marché à mon sens aujourd'hui. Il fait des photos qui sont
plus que correct en haute lumière et qui reste exploitable en basse lumière. Et en termes de réactivité pour tous les usages quotidiens, y compris pour du jeu, il est vraiment très bon avec une très bonne autonomie. Donc en gros, si vous ne cherchez pas un super smartphone en termes de qualité de finition premium et que vous ne cherchez pas non plus un smartphone qui fasse des photos de ouf, le Xiaomi Redmi Note 7 répondra à tous les autres usages avec la meilleure qualité possible pour moins de 200 €. Ensuite, si vous voulez monter un peu en gamme, et surtout en gamme quali au niveau photo, vous avez le Google Pixel 3a XL qui va vous offrir un excellent smartphone plutôt polyvalent avec une très bonne qualité d'image autour de à peu près 500 €. Et si vous voulez encore monter en gamme, même si Huawei défraie un peu la chronique en ce moment, le Huawei P30 Pro reste quand même un excellent smartphone, voilà, et avec des qualités photographiques qui sont ce qui se fait de mieux ou presque de mieux sur le marché du smartphone photo, ou donc du photophone comme on dit à l'heure actuelle. Et donc c'est vraiment le modèle que je vous ai sélectionné en termes de smartphone haut de gamme, finition premium, composants premium et donc qualité de photo premium par rapport à ce qui se fait. En termes de home cinéma, je vous ai fait une petite sélection avec deux amplis, un plutôt entrée de gamme, un plus haut de gamme et un système tout en un qui fait ampli, lecteur Blu-ray et système d'enceinte. Donc au niveau des amplis, l'entrée de gamme, je vous ai sélectionné un Denon, le AVRX 1500H, qui va vous faire du son en 7.1, qui va pouvoir éventuellement vous faire du 5.1 avec des enceintes pour l'Atmos si vous le souhaitez, et qui est très bon. De mémoire, il doit y avoir 7 canaux de 135 watts en plus du caisson de basse, donc on commence déjà à pouvoir sonoriser une belle pièce, avoir une belle qualité, et Denon fait vraiment des excellents produits, donc normalement vous ne devriez pas être déçus. Si vous voulez monter un peu en gamme, je vous ai sélectionné l'Onkyo TXRZ 1100 Black, qui est vraiment là absolument top. C'est vraiment ce que je prendrais en termes de gamme et en termes de rapport qualité-prix, je pense, si je finissais enfin ma salle de cinéma. Parce que voilà, il fait à peu près tout ce qu'on peut attendre d'un ampli aujourd'hui, avec une qualité de son qui est juste exceptionnelle, tout plein d'entrées, tout plein de sorties, bref, tout ce qu'il faut pour vraiment s'éclater en termes de cinéma et de se faire vraiment sa salle de ciné à la maison. Et après, si vous souhaitez partir sur du home cinéma tout en un, simplement pour mettre sur votre télévision, pas vous prendre la tête en termes de configuration et avoir un système qui marche bien, je vous ai sélectionné le Sony BDV-N9200WL, donc qui va vous offrir un bon lecteur Blu-ray, des bonnes enceintes, une bonne spatialisation du son avec un ampli très correct. Et franchement, si vous n'avez pas une très grande pièce, que vous voulez juste avoir la spatialisation du son autour de vous, ça peut être une très bonne alternative. Et là, pour le coup, il n'y en a pas pour super cher. Je crois que c'est 500-600 € l'ensemble. Donc, lecteur Blu-ray plus enceinte, plus ampli, plus enceinte, en fait. Donc, ça fait un kit tout en un qui est plutôt accessible pour se faire une belle qualité de son et une belle petite salle de home cinéma. Et bien sûr, qui dit home cinéma dit qu'il faut qu'on puisse regarder des images. Alors pour le coup, je ne vous ai pas sélectionné de vidéoprojecteur, parce que là après, il aurait fallu aussi vous sélectionner des écrans de vidéoprojection, c'était un petit peu compliqué en termes de taille, en termes de marque, etc. Et puis surtout parce que pour le coup, je suis un peu trop puriste sur les vidéoprojecteurs. Bah, à part un Epson et un Sony hors de prix, je n'aurais pas eu grand chose à vous conseiller. Donc je me suis dit qu'on allait un peu exploser les budgets. Je voulais rester sur des budgets raisonnables pour cette sélection de Noël, sur des trucs accessibles. Voilà, alors pas forcément accessibles à tout le monde, hein, parce qu'il y a quand même des trucs qui coûtent un peu cher, mais je voulais rester sur de l'accessible. Donc je n'ai sélectionné que des télévisions pour la partie diffusion d'images. Et donc ces télévisions, je n'ai sélectionné qu'une Sony et une Panasonic. Pourquoi j'ai pas sélectionné de Samsung, de LG ou de choses du genre? Parce que simplement je suis absolument fan de la qualité de traitement du signal et de l'image qu'offrent Sony et Pana, et je suis beaucoup moins fan de la qualité de traitement des autres marques. Donc voilà, c'est vraiment un parti pris totalement personnel, vous n'êtes pas obligé de le partager, mais voilà, si vous avez un tout petit peu confiance en mon jugement, ben sincèrement, à mon sens, Sony ou Pana en termes de télévision, il n'y a rien de mieux. Et donc je vous ai sélectionné chez Sony la KD55 AF8 qui me semble être un excellent rapport qualité-prix, donc en 55 pouces, ça fait déjà une belle dalle. Elle est vraiment très quali, lumineuse, des belles couleurs, un beau contraste, et donc ce traitement d'image que j'adore particulièrement. Et sinon chez Panasonic, la TX65 GZ950, qui pareil, donc là en 65 pouces, et pareil offre une qualité d'image et un traitement du signal qui sont juste excellents et que j'adore particulièrement. En termes d'imprimante, là encore j'ai eu un gros parti pris, hein, puisque j'ai des Epson depuis 20 ans.
J'en suis très content et donc je n'ai sélectionné que des Epson volontairement. Si vous cherchez une tout en un pour pouvoir avoir du scanner avec chargement de documents, des choses comme ça, à un prix extrêmement contenu, je vous ai sélectionné la Workforce WF2835 DWF. Donc là, vous allez avoir de l'imprimante jet d'encre couleur qui fait de la qualité photo. Vous allez avoir donc du scanner avec de la très bonne résolution et donc du chargement de documents, etc. C'est un petit peu lent en termes de vitesse de scan ou d'impression. Mais voilà, c'est du connecté, c'est du tout en un, vous allez pouvoir y accéder directement en réseau, etc. si vous le souhaitez. Ça marche plutôt bien et donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être un très bon rapport qualité-prix. Ensuite, si vous voulez vraiment faire de l'impression photo, je vous ai sélectionné l'Epson Expression Premium XP 6100. Donc là, vous allez vraiment pouvoir faire du tirage photo en grand format avec des encres dédiées à la photo et permettant de couvrir un gamut assez large. Excellente qualité d'impression et vraiment vous allez sortir des choses absolument magnifiques avec ça si vous voulez auto-imprimer. Et pour ceux qui veulent faire beaucoup de tirages avec de la qualité photo et réduire les coûts d'impression, je vous ai sélectionné un concept que j'aime beaucoup et à ma connaissance, mais je peux avoir raté les concurrents qui l'ont fait, il n'y a que Epson qui le propose actuellement, c'est l'Epson EcoTank ET4700. Et donc le principe en fait c'est que vous payez beaucoup plus cher votre imprimante puisque vous allez la payer 3, 4 ou 500 €. Mais par contre après vous payez les cartouches sous forme de bouteilles d'encre à 10 € pièce. Et avec 10 € vous faites quelque chose comme 7500 pages en noir et blanc ou 4500 pages en couleur, quelque chose comme ça. Donc après vous avez un coût d'impression qui est ridicule par rapport à ce que vous coûte une impression jet d'encre classique. Et donc ça produit beaucoup moins de déchets, puisque vous n'allez pas avoir des dizaines et des dizaines de cartouches pour faire des tirages en grand nombre. Et surtout, vous êtes beaucoup plus tranquille, puisque si vous voulez lancer beaucoup d'impressions, faire beaucoup de tirages, etc., parce que vous voulez vous-même auto-imprimer, là, vous allez pouvoir sortir vraiment beaucoup de documents avant de devoir changer de cartouche. Et quand vous allez les remplacer, vous n'allez pas criser, parce que voilà, ça va vous coûter 50 balles pour un jeu de cartouches complet et repartir pour 6 ou 7000 pages. Donc voilà, ça me semblait vraiment être intéressant et un concept qui méritait donc de figurer dans cette liste. Je vous ai ensuite fait une sélection de NAS, parce que pour moi aujourd'hui le NAS c'est vraiment indispensable dans une maison connectée digne de ce nom. Et donc je vous ai sélectionné 4 gammes différentes en fonction de vos usages, en sachant que j'ai sélectionné que du Synology. Vous vous en doutez si vous suivez la chaîne, déjà parce que je ne fais que des vidéos sur les NAS Synology et pas sur d'autres NAS, mais aussi parce que je trouve que ce sont ceux qui en termes de logiciels, même s'ils sont un petit peu chers par rapport à d'autres concurrents, sont vraiment les plus accessibles, les plus faciles à prendre en main et les plus user-friendly. Parce qu'ils ont aussi un excellent SAV et parce qu'ils ont aussi un excellent support service client qui peut répondre à vos questions quand vous galérez sur une fonction. Donc en entrée de gamme, le Synology DS218J qui va vous permettre de faire donc bien sûr du stockage réseau, c'est le principe du NAS, de streamer du contenu en 1080p assez facilement, de faire du partage de fichiers, etc. Voilà, c'est léger, c'est pas trop cher, donc c'est un peu limité, vous n'allez pas faire de la VM dessus ou des choses comme ça, mais pour un usage familial quotidien de stockage, sauvegarde, partage de documents, un peu de streaming de vos vidéos stockées, ça marchera très bien. Ensuite, si vous voulez monter un peu plus en gamme pour pouvoir faire plusieurs streamings en temps réel en même temps, commencer à titiller un peu des VM ou des choses comme ça, le 418 Play, plus d'espace de stockage, plus de rapidité, un truc un peu plus robuste. Si vous voulez monter encore plus en gamme en termes autant de puissance que de quantité de stockage, vous pouvez passer sur le 918+, donc le DS918+. Là, vous allez avoir des très grandes capacités de stockage, possibilité de mettre des baies d'extension. Si vous voulez là commencer à vraiment titiller de la VM, avoir plusieurs streamings en même temps, y compris en 4K, etc., ça bronchera pas, c'est vraiment hyper robuste. Et après, pour monter encore en termes de capacité de stockage, donc là, c'est plus pour des usages, on va dire, familiaux, lourds, ou pour vraiment des gros passionnés, ou si, comme moi, vous faites beaucoup de photos et de vidéos et que vous avez beaucoup de fichiers et de rush à stocker, le 1618+, là, peut être très intéressant, puisque vous allez avoir encore un espace de stockage encore plus important, et un système vraiment très robuste pour pouvoir streamer vos contenus, les partager, etc., tout en auto-hébergement, ça peut être vraiment hyper intéressant. Ensuite, je vous ai fait une petite sélection d'ordinateurs portables avec 3 modèles. Alors, le premier modèle, c'est le Lenovo IdeaPad 330S14 IKB. Donc, c'est un ordinateur de bureautique. C'est un très bon rapport qualité-prix pour faire de la bureautique, de l'internet, mais pas de gaming. Il n'y a pas de carte graphique dédiée, de choses comme ça. Par contre, pour tous les autres usages, il sera top. C'est-à-dire que si vous voulez faire un petit peu de montage vidéo, même s'il n'y a pas de carte graphique dédiée, il va tenir le choc. Si vous voulez faire un peu de graphisme, il va tenir le choc. Si vous voulez aller sur le web, etc., taper des comptes rendus, des choses comme ça, avec des belles présentations, du PowerPoint, voilà, tout ce qui est bureautique et web, en gros, il le fera très très bien. Ensuite, pour les joueurs qui veulent un petit budget, le Lenovo Legion Y720 15IBK. Là, pour le coup, il commence à y avoir une petite carte graphique dédiée. Vous ne pourrez pas pousser les graphes au maximum. Mais si vous voulez jouer tranquillement sur un petit PC portable qui va bien sans vous ruiner, ça peut être une bonne alternative.
Et après, si vous voulez vraiment monter en gamme, il y a une série d'ordinateurs Asus ROG. Donc là, pour le coup, vous allez avoir plusieurs déclinaisons du i5 au i7 qui peuvent monter jusqu'au 2080 RTX en termes de carte graphique. Et là, donc, les prix vont s'échelonner de 1300 à 3200 €. Mais voilà, vous allez avoir toute une gamme comme ça qui sont excellents, avec des très bonnes qualités d'écran, ce qui fait que si vous voulez aussi faire de la photo, de la vidéo, du graphisme dessus, vous allez avoir des écrans très bien calibrés avec des bonnes colorimétries, des écrans 144 Hz si vous voulez les utiliser pour du gaming, avec des très bons temps de réactivité, etc. Voilà, très peu de latence pour pouvoir être hyper réactif si vous voulez jouer un petit peu sérieusement, si on peut dire. Donc voilà, cette gamme d'Asus ROG me semble être particulièrement adaptée pour les gamers qui peuvent être plus ou moins exigeants sur leur matos, ou pour ceux qui cherchent des ordis de productivité, ça peut être des très bonnes configurations de travail. Alors ensuite, une petite sélection d'objets connectés. Donc là, c'est vraiment la catégorie où j'ai regroupé un petit peu tous ceux sur lesquels je voulais pas mettre plusieurs objets différents et faire de comparaison. Donc vous avez le Xiaomi Mi Band 4 bracelet connecté qui va vous permettre de traquer votre activité et votre sommeil. Très bon rapport qualité-prix, bien foutu, résistant, l'appli est très bien faite, le tracking est qualitatif, donc franchement vous pouvez foncer et ça va vous coûter je crois 30-35 €, donc c'est beaucoup moins que des Fitbit ou des choses comme ça. Toujours dans le côté santé connectée, la balance WeThings Body Plus qui va vous permettre d'avoir donc une balance connectée pour suivre vos courbes de poids, mais pas seulement de poids, puisque ça va vous donner la masse graisseuse, la quantité d'eau, la quantité de muscles, des choses comme ça, pour pouvoir avoir vraiment tout le tracking de votre santé corporelle en fait, et pouvoir savoir un petit peu si vous êtes en train par exemple de perdre du poids, mais si vous perdez du muscle et que vous gardez votre graisse, c'est pas forcément bon signe. Ça va vous permettre comme ça de pouvoir adapter aussi votre effort physique et votre régime. Vous m'excuserez aussi si je tourne un peu la tête et que je semble distrait, j'ai un papillon qui a décidé de s'incruster dans la maison et de venir faire joujou avec les lumières. Ça a tendance à me distraire un petit peu. Donc ensuite, il y a tout ce qui est prise et ampoule connectée. Et donc là, dans ce cas-là, je vous recommande les TP-Link pour avoir testé leur prise connectée, donc je suis très satisfait. Je ne peux que vous les recommander. Donc pareil, lien dans la description si vous voulez les retrouver. Et franchement, c'est du très bon matos, très facile à configurer, ça marche super bien, c'est très bon rapport qualité-prix. En termes de caméra de surveillance, je vous en ai sélectionné deux. La Xiaomi Mi Cam 360 Security Home machin, le nom est à rallonge, mais que j'ai testé sur cette chaîne et qui est pour moi le meilleur rapport qualité-prix en termes de caméra connectée si vous voulez pas trop de système d'automatisation par reconnaissance de visage ou des trucs comme ça. Et si vous voulez justement une caméra qui va vous alerter en fonction de qui rentre à la maison ou des choses comme ça, il y a la Netatmo, voilà, la caméra connectée Netatmo, qui est vraiment très sympa, parce qu'elle a tout ce système d'intelligence artificielle embarqué qui vous permet vraiment de savoir si c'est votre mari, votre femme, votre fils, votre fille qui sont rentrés, ou si c'est un inconnu et qui ne reconnaît pas le visage par exemple. Et voilà, ça vous envoie des alertes en conséquence pour vous dire machin est rentré, ou il y a quelqu'un qui est rentré mais je ne peux pas le reconnaître. Ce genre de petites choses, ça coûte beaucoup plus cher effectivement qu'une Xiaomi 360, mais ça apporte quand même une plus-value logicielle et de surveillance qui est bienvenue et qui peut être recherchée. Et ensuite, je vous ai sélectionné un portier connecté de chez Ring qui vous permet donc d'avoir du son et de l'image, de pouvoir déclencher le portier connecté aussi à distance. Il permet éventuellement de commander aussi un portail ou une porte automatique avec gâche électrique, ce qui fait que si par exemple c'est quelqu'un qui sonne chez vous, vous n'êtes pas encore rentré, vous pouvez lui ouvrir la porte ou le portail à distance en attendant de rentrer après avoir vérifié qui c'est. Vous pouvez parler aussi pour dire par exemple à un vendeur ou quoi que ce soit de repasser plus tard ou quoi, alors que vous n'êtes pas chez vous, ce qui peut faire un effet de simulation de présence. Et donc si en plus par exemple vous avez des ampoules et des prises connectées de chez TP-Link dont je vous parlais juste avant, imaginez vous voyez que c'est quelqu'un et que vous voulez faire vraiment croire que vous êtes là, non seulement vous décrochez et vous voyez sa tête et vous pouvez faire comme si vous étiez chez vous, mais en plus vous pouvez très bien allumer une ou deux lumières au passage pour pouvoir faire croire que vous êtes vraiment à la maison, et ça peut dissuader pas mal de gens de vous cambrioler dans une maison vide par exemple quand vous êtes en vacances. Et donc dernière catégorie, ça va être tout ce qui est alors là c'est fourre-tout quoi, je l'ai intitulé accessoires informatiques geek et divers parce que c'était un peu tout ce que je voulais vous mentionner et qui ne pouvait pas être listé dans une catégorie spécifique. On commence avec les Oculus Rift S et Oculus Quest, qui sont donc deux casques de réalité virtuelle. Donc le Rift S qui va venir fonctionner avec un ordinateur, donc là il faut une grosse machine de guerre quand même de gamer pour pouvoir le faire tourner, ça va vous permettre d'avoir une super qualité d'image. Et l'Oculus Quest qui va être son pendant nomade, puisque c'est une configuration Android que j'avais d'ailleurs testé sur cette chaîne avec Julien de Virtual Room, et qui va vous offrir le côté nomade tout en un, quasiment plug and play, et en termes d'investissement, quelque chose de beaucoup moins cher, puisqu'il coûte moins cher à l'achat, mais surtout vous n'avez pas besoin d'investir dans l'ordinateur gamer derrière pour faire tourner et gérer les images. Ensuite vous avez le réveil lumineux Top Life que j'avais testé il y a quelques années, mais que je considère toujours aussi bien,
parce qu'il vous coûte vraiment pas cher et il vous fait un vrai beau simulateur d'aube et de crépuscule pour des réveils tout en douceur. Et sincèrement, quand vous êtes un peu difficilement réveillable le matin, si vous avez tendance à vous mettre 3-4 réveils, à utiliser abusivement le snooze, c'est vraiment quelque chose à tester, ça vous change la vie si vous êtes un gros dormeur et que vous avez du mal à émerger le matin. Ensuite, petit accessoire sympa qui peut rendre connecté un objet qui ne l'est pas, je vous ai sélectionné le récepteur Bluetooth OK. Donc ça, vous pouvez le mettre par exemple au cul d'une chaîne Wi-Fi qui n'est pas connectée, qui n'est pas Bluetooth. Ça va vous permettre de le mettre sur l'entrée auxiliaire ou l'entrée jack et de pouvoir ensuite rendre votre chaîne Bluetooth grâce à ça. Surtout que si vous le branchez en fait pour le recharger et que vous le branchez en même temps, voilà, il sera en permanence alimenté et vous n'aurez pas besoin de penser à recharger la batterie et ça peut rendre donc un objet connecté comme ça pour envoyer du son dessus. Et comme il est compatible en plus aptX, vous avez une qualité de son qui reste plutôt correcte et donc ça peut être sympa. Je l'avais aussi testé sur cette chaîne, donc je vous remets la vidéo. Vous avez ensuite la trottinette électrique, donc là je vous ai sélectionné la Xiaomi M365 Pro, qui pour moi est là encore le meilleur rapport qualité-prix, puisque décidément Xiaomi fait d'excellents rapports qualité-prix. Et voilà, si vous voulez investir dans une petite trottinette électrique plutôt bien foutue, puissante et pas trop chère, pour faire par exemple un complément avec des transports en commun, si vous avez quelques kilomètres à faire entre un arrêt de bus ou de métro par exemple et votre boulot, ça peut être super intéressant. Et enfin, pensez, si vous voulez, en termes d'idées cadeaux, à tout ce qui va être figurines, t-shirts, produits dérivés d'univers que vous aimez ou alors que les gens aiment. Si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un et qu'il aime par exemple l'univers Harry Potter, si vous lui offrez une figurine, un t-shirt ou un petit accessoire Harry Potter, ou s'il aime Marvel, ou s'il aime Blizzard, Overwatch, des choses comme ça, enfin voilà, vous allez pouvoir trouver plein de produits dérivés comme ça assez sympas. Il y en a souvent pour tous les prix et donc si vous voulez faire un petit cadeau vite fait, vous allez pouvoir trouver des petits produits dérivés ou un t-shirt à 10, 15, 20 balles qui fait toujours plaisir. Et si vous voulez monter en gamme, souvent vous avez des objets collector avec des figurines vraiment travaillées, de grand format, des choses comme ça, que vous pouvez trouver aussi. Et là, il peut y en avoir pour cher, pour 3, 4, 5, 600 euros. Ça peut aussi faire un super beau cadeau à un fan qui sera vraiment ravi de posséder ce type d'objet, surtout si après vous trouvez des éditions limitées, numérotées, des choses comme ça. Pour un vrai fan d'un univers, ça peut être vraiment des très bonnes idées cadeaux. Donc là, bien évidemment, pas de lien en description parce que c'est beaucoup trop vaste. Mais voilà, c'était la petite dernière idée si éventuellement tout ce que je vous ai listé là ne vous botte pas, pour essayer de trouver un truc qui fait plaisir et qui soit un peu original. J'espère donc comme d'habitude que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap, ça fait grossir la chaîne et la fait être mieux référencée, donc c'est ce que vous pouvez faire de mieux pour m'aider. Si vous voulez m'aider financièrement pour acheter du matériel, pour pouvoir améliorer encore les vidéos, vous pouvez aller sur Utip ou sur Tipeee pour contribuer, y compris sans débourser votre argent, juste en regardant des vidéos publicitaires. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Bye bye, et bien sûr, avec un peu d'avance, cette vidéo va normalement sortir au mois d'octobre. Joyeux Noël à tous. Salut!